Allô, allô mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous ce matin. Donc, je suis ici. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes en direct. J'ai décidé de vous faire ce petit live très court, que je veux très court, pour vous expliquer quelque chose, une question qui est récurrente présentement. Vous savez, les temps qu'on vit sont ce qu'ils sont pas évidents. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, je suis en froid avec ma famille ou avec mes amis, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi qu'on ne peut pas comprendre. J'essaie de m'expliquer, j'essaie de partager mon point de vue. Je le fais avec beaucoup d'amour, par conviction, par altruisme même. Je voudrais que les gens voient ce que je vois et je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Et là, je me suis dit, je vais expliquer aux gens du côté psychologique comment les choses fonctionnent. Comme ça permet de comprendre, puis ça permet aussi de faire des choix plus judicieux, des choix autres. Donc, avant de vous parler de comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça quand quelqu'un est dans la peur, je vais vous parler de la peur. Donc, la peur, on sait que c'est une émotion fondamentale, viscérale, qui est directement liée à notre survie. Et elle est organisée pour nous permettre de nous acclimater à la réalité pour cette survie-là. Donc, la peur, c'est une émotion de base, parce qu'il y a 6 grandes émotions de base, et ce qu'elle fait, la peur, c'est une réaction réflexe de notre cerveau et ça fait réagir tout notre corps. Autrement dit, on ne choisit pas d'avoir peur, la peur est là, la peur se pointe quand on a une perception. La perception, c'est que ce soit réel ou imaginé, la perception qu'il y a une menace, qu'il y a une menace qui est assez grande pour notre sécurité, finalement. Et la peur va s'enclencher quand cet organisme-là voit un danger, que la menace soit fondée, qu'elle ne le soit pas. Donc ici, on a des gens qui ont peur pour leur santé, pour leur vie, et ici, on a aussi des gens qui ont peur pour leur liberté. Les deux sont dans les peurs ultra importantes pour l'être humain. La peur, dans toutes les émotions, elle a quelque chose de très spécifique, elle a quelque chose de très différent que les autres émotions. Donc, je vais juste aller voir, par exemple, mon direct. OK, c'est bon. La peur, elle a quelque chose que les autres émotions n'ont pas. Elle a à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle un accélérateur d'expérience. Donc, retenez ce mot-là, l'accélérateur d'expérience. L'objectif dans la peur, il y a l'émotion, puis il y a l'accélérateur d'expérience qui permet de garder à portée tout ce qui nous a déjà effrayés. Autrement dit, notre mémoire va s'enclencher d'une différente façon dans la peur que dans les autres émotions. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, quand vous étiez enfant, vous vous êtes brûlé sur le poêle, OK? Mais au moment de la brûlure, il n'y a pas juste la sensation physique qui va faire que vous allez vous souvenir que c'est désagréable. Il y a l'amygdale, je vais vous l'expliquer c'est quoi l'amygdale, c'est pas nos amygdales ici, mais il y a une structure qui s'appelle l'amygdale qui s'enclenche et elle va encoder toutes les millièmes de secondes avant l'événement. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'objectif, c'est que la simple sensation de la chaleur va vous faire fuir. Parce que l'accélérateur, c'est comme une alarme qui, des fois, va devenir tonitruante et va causer des nombreuses appréhensions. Et souvent, ce que ça va faire, c'est que l'individu va garder le contexte de ce qui lui est arrivé dans son accélérateur d'expérience et ça distorsionne la réalité parce que quelque chose qui ne sera pas dangereux va le devenir à cause d'un contexte qui est mémorisé. Donc, je ne sais pas si ça, c'est clair pour vous. Donc, je vais vous montrer, par exemple, une photo de peur. Qu'est-ce que ça a l'air? Donc, la personne ici qui est dans la peur, son amygdale est en fonction. Donc, dans le corps humain, il y a des gestes qu'on ne peut pas faire simultanément. Donc, je vais essayer d'en trouver pour vous. Donc, je vais essayer de penser, tu sais, on ne peut pas
bon, quand on dit qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, je vais essayer de regarder qu'est-ce que c'est qui est impossible de faire à la fois si je suis capable d'en trouver. Mais de toute façon, là, je ne trouve rien rapidement, là, mais tu vois, je regarde, on ne peut pas avaler la bouche ouverte. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les structures de l'un met les structures de l'autre à off. OK? Une autre affaire, on ne peut pas faire un carré avec la main gauche et un rond avec la main droite en même temps. Hein? Il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est comme, il y a besoin, mettons, de ça et ça pour faire tel geste, mais s'il y a besoin de ça et ça ne peut plus fonctionner ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Donc, ici, on ne peut pas, je vais vous montrer une autre photo. L'amygdale, ici, je vais essayer, l'amygdale. Bon, je vais vous montrer cette photo-là. L'amygdale, bien, je vais vous expliquer c'est quoi l'amygdale avant de vous expliquer comment ça fonctionne. L'amygdale, c'est un noyau qui est situé dans la région du lobe temporal. OK? C'est comme en avant de l'hippocampe. Et la forme, elle a la forme d'un amygdale. C'est pour ça qu'on appelle l'amygdale, parce qu'elle a la même forme que les amygdales qu'on a dans la gorge, mais ces structures lymphatiques-là, on ne peut pas les confondre avec la structure qui est ce noyau-là dans la région du lobe temporal. Donc, on voit que si vous regardez sur l'image, c'est beaucoup plus proche du bulbe rachidien, donc de notre partie animale, qui est l'amygdale. Et c'est l'amygdale qui gère tout ce qui est l'instinct de survie. Donc, notre réponse de fight or flight, c'est l'amygdale, le combat ou fuit, là, hein, je combat-tu ou est-ce que je fuis, c'est l'amygdale qui gère ça et l'amygdale intervient avant la conscience. Donc, c'est réactif, c'est pas quelque chose que vous décidez d'enclencher. Donc, c'est ça qui va faire, c'est l'amygdale qui va faire que, par exemple, on est en train de marcher tout peinard dans le bois, puis là, il y a quelque chose qui est une branche, mettons, mais que ça ressemble à un serpent, mais là, vous allez vous arrêter, l'adrénalisme dans son paroxysme, puis là, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe, vous allez tomber dans de la grosse peur, puis là, oups, vous allez vous rendre compte que c'est une branche, donc ça va se calmer. Donc, c'est l'amygdale qui vous permet de bondir ou de vous cacher quand vous percevez un stimulus sensoriel qui est inhabituel. Puis, elle fait partie du système limbique et elle est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation émotionnelle, puis elle fait les liens multisensoriels. Elle est très liée au bulbe olfactif, au traitement visuel, à tout ce qui est sensoriel qui précède et qui entoure les circonstances. Donc, c'est elle qui va permettre aussi de faire des associations et des réponses comportementales. Autrement dit, c'est elle qui nous permet d'évaluer, mais d'une façon extrêmement rapide. Donc, si je vous montre, par exemple, quelqu'un qui a peur, je reviens sur la peur, je vais vous remettre la photo de la personne qui a peur. Cette personne-là, c'est son amygdale qui est en cause présentement parce que, qu'est-ce que ça fait? Et quand vous regardez mon visage, quand je fais le souffle est coupé parce que le souffle demande quelque chose de relax et demande des fonctions qui ne peuvent pas être dans l'évaluation très, très, très rapide que fait notre corps quand il perçoit un danger pour sa survie. Donc, il y a une évaluation qui est en cours, OK? Mais cette évaluation-là, elle met le préfrontal à off, mes amis. Donc, c'est ici le grand secret du pourquoi vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui est dans la terreur ou dans les peurs solides. Parce que l'amygdale va mettre le préfrontal à off. Et le préfrontal, c'est lui qui analyse, qui juge, qui va dans le sens critique, qui est capable de sous-peser, qui est capable d'entendre, qui est capable de mettre du jugement, de mettre de la distance, qui est capable de faire « ouais, ok, j'entends, là je sous-pèse, j'évalue, je regarde qu'est-ce qui correspond à mes croyances ». Ça, c'est le préfrontal qui fait ça. Puis quand les gens me disent « je ne comprends pas », qu'il ne comprend pas, c'est que vous n'êtes pas dans un état de peur, panique,
pendant que vous parlez, puis que vous analysez, puis que vous donnez les... Regarde telle preuve, puis regarde ce que la science dit, puis regarde telle chose qui ne correspond pas, puis regarde qu'est-ce que c'est. Toi, tu es dans le préfrontal en train de faire ça. Tu es en train d'évaluer, tu es en train d'enseigner, tu es en train de proposer. Mais l'autre personne, son préfrontal, il est à off, puis c'est son amygdale qui est en mode fight or flight, combat ou fuit, qui est actif. Mais l'amygdale met le préfrontal à off. Donc, vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui sont dans cette peur panique-là. C'est impossible parce que c'est comme vouloir faire un carré avec votre main droite puis un rond avec votre main gauche. Ça sollicite des structures qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, quand on comprend ça, hein, on regarde par exemple un chat qui est, par exemple, extrêmement stressé, mais c'est quoi son comportement? Bon, il va faire pareil comme un être humain. Il va arrêter le comportement en cours, puis il se met en mode évaluation parce qu'il est en train de regarder le niveau de dangerosité. Ses poils deviennent en érection, puis même pour le chat, comme le chat va souvent faire pipi, il va uriner. Les êtres humains, on voit ça quand la peur est une terreur excessivement grande, on va voir qu'on va perdre nos urines. Le chat va faire des grognements ou des sifflements qui est très particulier. Il va prendre une posture d'attaque s'il peut attaquer et sa tension va s'élever outre mesure. Et il y a une augmentation de son niveau de corticostérone, donc toutes les hormones qui rentrent en ligne de compte dans le stress aigu. Et chez l'être humain, on voit les mêmes comportements, là, OK? Donc, c'est impossible, comme je vous disais, d'avoir un jugement critique quand la panique nous envahit parce que l'amygdale émet une barrière naturelle. Le cortex préfrontal qui est critique, qui est analytique, est mis complètement off. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amygdale, c'est le système d'alerte ou d'alarme du cerveau. Puis pourquoi est-ce que ça met le préfrontal à off? C'est que le préfrontal qui juge, qui analyse, qui étiquette, qui sous-pèse, il prend beaucoup trop de temps pour quelqu'un qui tombe en danger immédiat. Si vous venez de percevoir un ours pendant que vous êtes en train de prendre votre marche tout peinard, bien, vous n'avez pas le temps d'analyser, est-tu vrai, est-tu pas vrai, est-tu fictif, c'est-tu un toutou, Puis la façon dont vous allez répondre, ça va être par une évaluation extrêmement rapide de c'est quoi la distance, c'est quoi vos possibilités, qu'est-ce qui vous reste de temps, d'espace pour vous pousser, est-ce que vous pouvez grimper, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, l'amygdale, elle met le cortex à off parce qu'elle n'a pas le temps de ces analyses-là et elle agit d'une façon excessivement rapide, ce qui fait que quand vous mettez votre main sur le feu, vous l'avez enlevé presque plus vite que le moment où vous l'avez mis sur le feu. C'est l'amygdale qui permet cette survie-là. Donc, la personne qui voit dans ce qui se présente présentement quelque chose qui la met en terreur, cette personne-là, vous ne pouvez pas discuter avec elle. Donc, ça veut dire que vous êtes sur deux niveaux de peur. Hein? Vous avez peur pour votre liberté. L'autre a le peur pour sa survie. Entre la peur de perdre sa liberté et la peur de la survie, qu'est-ce qui va primer? C'est la peur de mourir. Toujours ce qui est le plus proche de la peur de mourir qui va prégner, qui a une prégnance, qui vient en avant des autres peurs. Donc, si vous voulez avoir un échange avec ces personnes-là, la première chose à faire, c'est d'aller dans le sens de la peur que la personne a. Reconnaître sa peur à elle, puis dès que c'est reconnu, ça la met déjà dans une ambiance, une atmosphère de sécurité. Donc, sa peur va baisser un peu. L'autre chose, c'est que si vous voyez qu'il y a une fin de non-recevoir, ça ne donne rien, parce qu'il y a quelque chose, il y a un noyau dans cette personne-là qui est infranchissable. Donc, l'idée, c'est de laisser traîner un magazine dans les toilettes, où est-ce que la personne, quand tu es assise à la bol, tu n'es pas en traumatisme de peur. Donc, la personne va pouvoir feuilleter dans des moments où est-ce qu'elle est détendue. Quand tu es assis à la bol, ça prend une détente, sinon les choses ne fonctionnent pas. Ça va être aussi de laisser traîner des magazines, des journaux, de laisser une émission sur pause,
de faire des choses que la personne, ça l'accentuera pas son sentiment d'insécurité et de menace. Parce que si vous cherchez absolument à briser la barrière, vous allez augmenter la réponse de fuite et vous ne réussirez pas à passer votre message. Donc, ça prend de la sécurité parce que la peur, c'est une émotion qui se déclenche quand on n'est pas en sécurité. Donc, plus vous allez mettre de la sécurité autour de la personne qui a peur, puis je vous le répète, la peur de la mort, la peur d'être atteint dans sa santé, la peur de ne plus se fier au gouvernement, qui est le bon papa, de ne plus pouvoir faire confiance à ce qu'on connaît, cette peur-là est plus grande que de perdre ses libertés. Donc, ça va par prégnance. Et il faut connaître ça psychologiquement pour pouvoir faire avec d'autres êtres humains selon la prégnance des peurs et de la terreur. Quand on est dans la terreur, essayez pas de parler à quelqu'un, ça ne fonctionnera jamais. Donc, j'espère que j'ai mis un petit peu d'éclairage aux gens qui me disent « je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas, je ne comprends pas que je ne suis pas capable de parler puis d'expliquer quelque chose qui est si évident pour moi. » J'espère que ça a mis de l'éclairage pour ça, pour vous. Et si cette petite explication, vous avez trouvé que c'était intéressant puis que ça vous permettait d'être plus, comment je dirais, efficace dans vos relations, dans vos dialogues, bien, je vous propose de le partager. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la peur, sur comment elle fonctionne, sur toutes ces ressortissants et aboutissants, je vais donner à partir de la fin janvier une grande formation sur les émotions et je vais les décortiquer outre mesure, on va le dire de même, pour que chaque être comprenne qu'est-ce qui se passe quand il vit une émotion versus une autre. On va parler autant de l'aspect physiologique de chaque émotion, on va parler de son aspect spirituel, dans le sens spirituel, je veux dire qu'il s'adresse à tous les corps, hein, à notre corps, à notre âme, à notre cœur, à nos émotions, à notre guidance intrinsèque, parce que l'Église, la religion, l'éducation nous a enlevé cette connaissance-là qui est innée naturellement. Et ça fait qu'on ne connaît plus ce qu'on porte comme une guidance. Et on dit tout le temps qu'un bébé ne vient pas au monde avec un manuel d'instruction et c'est faux. Mais c'est juste qu'on l'a désencodé en lui disant « tu ne devrais pas avoir peur, tu ne devrais pas être en colère, c'est pas beau, arrête de brailler, sinon tu vas brailler pour quelque chose. » Et pourtant, chacune de nos émotions sont en train de nous dire d'une façon très spécifique quand est-ce qu'on doit aller de l'avant, quand est-ce qu'on doit reculer. Ça nous dit exactement ce qu'on doit faire. Parce que si tu as faim, tu ne vas pas te coucher parce que tu reconnais ça. Si tu es fatigué, tu ne vas pas manger. Mais en général, hein, parce qu'on est distorsionnés, les êtres humains, mais on sait, face à un senti, quelle action à poser. Mais au niveau de nos émotions qui sont des sentis, on ne sait pas c'est quoi le besoin qu'ils demandent, on ne sait pas quelle action poser. Donc, je vais donner une grande formation pour décortiquer tout ça. Et moi, je vais parler de moi. La connaissance de ça, ça a été la pierre angulaire de ce qui m'a permis de sortir du pire vers le meilleur, qui m'a redonné mon autorité intérieure et et c'est ça qui me permet d'avoir ma propre guidance et de toujours savoir qu'est-ce que je dois faire selon ce que je porte. Et ça ne ment jamais. Parce que notre corps ne ment jamais. On peut apprendre une tête, on ne peut pas apprendre des sentis chez un être humain. C'est inné et ça va toujours demeurer, même si on est des spiritueux, même si on prend des tapis volants pour sortir de nos sentis, le senti va toujours avoir préséance sur vos conceptions spirituelles ou même sur ce que vous avez appris, ce qu'on vous a formaté à être. Votre senti va toujours avoir préséance. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'êtres qui se sentent des pressions énormes intérieures, qui sentent qu'ils ont des charges extraordinaires intérieures, puis ils sentent ça comme des malaises, et c'en est, voire de la maladie, et ne sont pas capables de trouver l'issue de ça. Donc, on devient prisonnier de notre monde intérieur, alors que c'est très facile de défaire ça quand on comprend ce qui est en jeu. Donc, la formation que je vais donner se veut psychologique pour les gens qui sont à ce niveau-là,
Elle va toucher tout ce qu'il y a de plus spirituel pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça fait des années qu'ils tournent en rond puis qui veulent puis qui n'arrivent pas aux résultats qu'ils veulent. Ça va permettre aux gens de retrouver une verticalité, leur autorité intérieure et en même temps, ça l'aide à la compréhension parce que les êtres humains, on aime comprendre ce qui nous arrive. Je vais aussi donner une conférence entre Noël et Jour de l'An sur ce sujet-là à tout petit prix. Donc, tout ça, vous allez voir ça passer sur mes réseaux sociaux, la conférence, là, regardez les émotions au cœur de l'être, regardez, découvrez votre manuel de l'utilisateur, ça va être des termes, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais regardez ça. Et si vous êtes intéressé à vous connaître dans votre essence, dans ce véhicule-ci, avant d'essayer de vous spiritualiser, vous devez atterrir dans ce véhicule-là et vous devez comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais vous laisser avec ça pour vous dire que c'est possible que le corps et l'âme se mettent au même diapason et à ce moment-là, il n'y a plus rien d'impossible, c'est grandiose. Donc, je vous laisse en souhaitant que ce petit topo va vous avoir éclairé et partagé parce que présentement, c'est extrêmement utile de comprendre ce qui nous arrive. Je vous laisse, à bientôt, gros bisous.